Bonsoir à tous. Dites-moi en commentaire si vous êtes déjà là, si vous voulez faire connaissance, si vous avez des questions pour tout ça. Aujourd'hui, début de 3 lives particuliers. L'idée, c'est une année au sommet et c'est de vous partager, de construire un petit peu avec vous ma façon de préparer une année et une saison sportive. Donc j'ai découpé en trois épisodes, on va dire. Le premier, c'est Retour vers l'excellence. Et je vais vous partager comment je me nourris de ma saison 2024 pour préparer et identifier mes schémas de réussite pour 2025. Sur quoi je vais m'appuyer, qu'est-ce que j'embarque de 2024 vers 2025. Ça, c'est la première étape que j'ai prévue. Donc, ça sera ce soir. Et là, c'est vraiment de construire devant vous, hein, c'est faire l'exercice tel que je peux le proposer à des clients en individuel et dans l'accompagnement et qu'on verra aussi sur le stage du 8 et 9 février. Donc ça, c'est pour ce soir, c'est vraiment commencer à se poser et à identifier ces schémas de réussite via cette excellence en allant chercher qu'est-ce qui marche pour moi et qu'est-ce qui est bon pour moi. La semaine prochaine, donc mercredi pareil, 18h, on sera plus sur transformer le rêve en réussite et en champion. Et là, on va venir plutôt sur une partie de l'objectif. Comment je travaille les objectifs. On verra des objectifs moyen, long, court terme, des objectifs de résultats, de processus et ainsi de suite. Et là, je vous expliquerai un petit peu comment je construis ça. Et puis, la troisième semaine, le troisième mercredi, donc on sera déjà rendu au 22 janvier. Et là, on ira voir un petit peu son GPS. Son GPS pour 2025, c'est comment je planifie un petit peu ce chemin, ce trajet vers euh, ma réussite en 2025. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions. J'y répondrai du mieux possible avec ma vision à moi. Et puis, il n'y a pas de questions tabou, il n'y a pas de questions bêtes. Plus vous poserez des questions, plus on ira dans la précision et plus je pourrai être interactif avec vous. Allez, vous êtes prêts? On est parti. Retour vers l'excellence. Pourquoi retour vers l'excellence? Parce que j'ai cette perception et cette conviction que on ne prend pas suffisamment le temps d'aller identifier dans nos expériences les choses qui ont marché. Qu'est-ce qui m'a permis de réussir? Et qu'est-ce que j'ai déployé? Quelles sont les forces que j'ai utilisées et tous les apprentissages que j'ai pu faire sur la saison qui vont être bons pour moi et qui vont me permettre tranquillement d'avancer et de construire ma réussite dans le futur. 2024, déjà si on fait un premier bilan, réussite par réussite, objectif atteint, objectif pas atteint, je pense que je vais me focaliser sur mon expérience sportive. 2024, c'était une grande année, une grosse année avec une échéance qui revient tous les 4 ans, c'était la Coupe du Monde. Je m'étais fixé des objectifs ambitieux, voire même très ambitieux. Euh, et on va pas se mentir, l'objectif de résultat à proprement parler, je ne l'ai pas atteint. Voilà. Je voulais faire une finale, une grande finale. Je n'ai pas atteint cet objectif. Par contre, j'avais mis, et c'est là où c'est difficile en fait, de, de rester uniquement euh, sur le résultat, parce que cette Coupe du Monde, pour moi, c'est la Coupe du Monde pour laquelle j'ai été le plus performant, où ça a été le plus abouti dans ce que j'ai pu mettre en place, ce que j'ai pu délivrer, et j'ai vraiment pu performer au meilleur de ce que j'avais à donner à ce moment-là. Et donc, effectivement, si je regarde uniquement le côté résultat pur, est-ce que j'ai eu cette finale? Oui ou non? Non. Par contre,
c'est une grande réussite dans sa globalité parce que tout ce que j'ai mis en place, j'ai réussi à le faire et à être l'arbitre que je voulais être sur cette Coupe du Monde. Je ne pouvais pas faire mieux. Je n'ai pas de regrets, je n'ai pas de remords. Tout ce que j'ai mis en place m'a permis d'être au meilleur de moi-même. Et c'est justement là-dessus que je vous propose de construire en fait. Et je vais partir sur cette construction sur cette année 2024. Euh, et pas uniquement la Coupe du Monde. Vous savez, si vous me suivez, que pour être performant, il y a 4 phases. Il y a 4 phases qui sont la préparation, avant, le juste avant, le pendant et l'après. Et vous verrez que tous les enseignements que je peux tirer de ces 4 phases sont pour moi une source inestimable d'informations et qui vont me permettre d'être meilleur en 2025. Allez, on est parti. Avant, avant la Coupe du Monde, il y a eu une énorme phase de préparation. Une énorme phase de préparation qui a commencé non pas en 2024, mais dès 2023 au sortir de cette Coupe d'Europe. Cette Coupe d'Europe 2023 où j'ai pu de nouveau toucher, disons, l'arbitrage dans une forme physique et sans douleur. J'avais passé 2 saisons très difficiles, je revenais de blessure et sur cette fin de Coupe d'Europe, j'étais content de pouvoir m'entraîner. Et donc, cet avant, il a commencé dès septembre 2023 par une très longue phase de préparation et, euh, et qui avait différentes étapes. Et notamment, j'avais décidé de préparer, de partir en Nouvelle-Zélande et Australie pour préparer cette Coupe du Monde. Alors, c'est une chose que j'avais jamais faite, de vouloir et de partir sur une saison, entre guillemets, avec 2 pics de forme. D'accord. Un pic de forme en février-mars, fin février, début mars, pour être performant sur les championnats néo-zélandais et australiens, et un deuxième pic de forme au mois de juillet pour la Coupe du Monde en elle-même. Et donc, toute cette préparation, alors je vous fais grâce de l'entraînement et du détail, mais je vais plutôt aller dans les choses importantes pour moi et que je retiens de ça. Euh, la première chose que je retiens, c'est juste avant de partir en Nouvelle-Zélande, là, le mois avant de partir en Nouvelle-Zélande, je me suis retrouvé dans une situation compliquée. Compliquée pourquoi? Parce que, et vous verrez, c'est une récurrence chez moi, parce que j'avais l'impression de ne pas en faire assez et d'être sur la réserve, de ne pas me donner à 100%. Et, et on sait bien que construire sa confiance, ça passe par ces étapes-là de faire, faire. Et alors, on n'a pas besoin de faire tout le temps, toujours parfaitement. Euh, il faut se mettre en action et faire les choses. Et donc, dans cette première phase-là, je me suis retrouvé dans cette dualité entre cette volonté de faire et de faire plus et de me donner toujours à 100% et ce besoin de faire attention à moi parce que, bah, on va pas se le cacher, faire des séances de sprint à 100% quand il fait moins de degrés dehors, ça comporte un risque. Et le premier enseignement que je vais tirer de ça, c'est ne pas rester seul et se faire accompagner. Et ça, c'est pour moi une clé qui est ultra importante en tant que sportif. Euh, et là, donc j'ai pris la décision hein, de faire un échange avec un coach et un préparateur mental. Oui, c'est pas parce que j'offre mes services en tant que préparateur mental que je n'ai pas besoin de continuer moi-même à me former, à me faire accompagner, à me faire challenger pour avancer et continuer à optimiser mes choses. Et justement, en quelques échanges, en 1 ou 2 séances, j'ai pu me réaligner et reprendre conscience de plein de choses. Et la première chose que moi je retiens de ça,
c'est que on peut pas être à 100% tout le temps. Alors, je m'explique. Je fais une grosse différence entre donner son 100% du moment et être au top du top, ce qu'on veut être le jour J de la compétition. Et il faut apprendre à lâcher cette volonté et cette croyance que on peut être à 100% de notre top du top tout le temps. Non. Et donc, que finalement être, donner le meilleur de soi-même tous les jours à chaque entraînement, c'est accepter aussi qu'il y a des jours, on est moins bien, mais on fait quand même les choses. Et que parfois, savoir faire, pour moi en l'occurrence, un sprint à 85 ou 90% de la vitesse max, c'était une forme de protection et que c'était bon pour moi et que mon corps le savait. Et ce gap-là a été super important. D'accord? Parce que j'ai débloqué des choses dans mon esprit. Et si vous devez retenir une chose, hein, c'est la différence entre donner son 100% et être à 100% de ses moyens. Et c'est là, pour moi, qu'il y a une nuance qui est ultra importante et sur laquelle faut vraiment que on travaille et on se fasse, on se fasse accompagner, on se fasse aider pour franchir ces étapes-là. Parce que, effectivement, on ne peut pas être 365 jours par an au 100% de notre maximum. Sinon, forcément, quel que soit le jour ou le moment, on pourrait être en compétition. Non, on a besoin de ces phases de préparation. Et dans ces phases de préparation, c'est ce qui va nous amener au 100% ou à notre maximum le jour J. Et notre maximum, c'est pas uniquement un maximum physique. C'est pas uniquement une maîtrise technique. C'est aussi cette capacité mentale d'être prêt, d'être détendu, d'être en capacité de donner le meilleur de soi-même. Et donc, vraiment, sur cette première phase-là, qui m'a mené jusqu'à la Nouvelle-Zélande et l'Australie, mon vrai apprentissage, il est là. Il est dans cette capacité à écouter pour pouvoir adapter son plan d'entraînement à notre capacité du moment. D'accord? On va parler de discipline, on va parler de consistance, de ça, mais c'est vraiment ça en fait. C'est chaque jour faire quelque chose vers notre objectif. Et donc là, on est vraiment sur cet apprentissage-là. Et là, moi, c'est une vraie clé qui va m'aider et qui m'aide encore aujourd'hui dans ce côté-là. Toujours dans cette phase de préparation, je dirais qu'il y a eu d'autres étapes importantes. Il y a eu des étapes importantes, c'est cette capacité à couper, à me reposer, à me régénérer. À me régénérer, c'est-à-dire que après ce premier pic de forme en Australie-Nouvelle-Zélande, euh, j'ai pris un temps de repos. J'avais prévu 3 semaines. Et au bout de 2 semaines et demie, je suis reparti. A posteriori, je pense que c'était pas la meilleure chose à faire. Je pense que j'aurais vraiment dû euh, couper et prendre ce repos-là. Faire confiance à mon process qui me, qui me disait. Parce que j'ai repris. Alors, physiquement, effectivement, ça allait. Et mentalement, je suis pas sûr que j'étais prêt à déjà me réinvestir à 100% dans ces choses-là. Et donc je suis reparti tout de suite, pleine balle, dans l'entraînement. Et pour un cycle relativement long, puisqu'on était fin mars, il nous restait avril, mai, juin, 3 mois et demi. Et là, j'ai vraiment investi énormément de mon temps, de mon énergie. Et j'étais vraiment focalisé sur le touch et ma préparation Coupe du Monde. C'est important d'avoir ça à l'esprit, en fait, que pendant ces 3 mois-là, j'étais vraiment orienté sur ma priorité, c'était ça. J'étais 3 week-ends sur 4 dédiés à ça. J'ai volontairement déséquilibré beaucoup de choses, et notamment mon business de préparation mentale, pour privilégier ces choses-là. Mais j'en avais pas pris conscience. C'est-à-dire que je l'ai fait naturellement
de manière inconsciente. C'est-à-dire que j'ai rajouté mes séances, j'ai mis mes séances, j'ai pris mes week-ends sans prendre compte du prix à payer derrière ça. Et le prix à payer, hein, c'était que mon business de préparation mentale ne pourrait pas évoluer et avancer aussi vite que je l'avais imaginé. Et forcément, ça m'a mis dans un état psychologique qui n'était pas le bon. Parce que j'avais des tiraillements, j'avais certaines frustrations de ne pas voir mon business décoller. Et du coup, ce que je retiens de ça et de cette phase-là, hein, c'est quelque chose que je fais naturellement quand j'accompagne les personnes, mais que je ne me suis pas appliqué à moi-même. C'est-à-dire que c'est de poser ses importants et ses priorités. Et c'est ce qu'on fera dans la session 3, en fait, de ces lives. De vraiment réserver ces plages et de prendre conscience des importants et des non négociables. Et de les placer, les gros cailloux d'abord. Donc ça, on y reviendra après, vous inquiétez pas. Mais ça, c'est vraiment un apprentissage. C'est-à-dire que pour ne pas subir et ne pas en prendre les conséquences pleine poire, euh, avoir la capacité à le programmer à l'avance, c'est vraiment quelque chose de clé. Déséquilibré, c'est faisable. Sur la durée, ça ne marche pas. Mais on est obligé, à un moment donné, quand on veut atteindre ses objectifs, de jouer avec ces déséquilibres. Et donc là, c'est vraiment intéressant et important de voir que pour pouvoir privilégier cette réussite sportive, j'ai déséquilibré et volontairement mis en retrait mon activité d'auto-entrepreneur et de coach en préparation mentale. D'accord. Donc ça, c'est un deuxième apprentissage qui pour moi est vachement important, que je connais, hein, sur lequel j'accompagne, mais comme vous le savez, hein, le cordonnier, il est souvent le plus mal chaussé. Mais ça, c'est pas que chez nous. Donc, c'est pour ça que CF, ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, je suis encore coaché et j'ai encore des gens et des personnes de l'extérieur qui viennent justement me permettre de mettre ce focus sur les bonnes choses. Il y a une chose aussi qui pour moi a été importante, euh, c'est l'accompagnement que j'ai eu avec l'équipe de France des plus de 40 ans. C'est-à-dire que je m'étais engagé il y a 2 ans maintenant à les accompagner dans leur préparation mentale euh, de leur Coupe du Monde. Et donc là, accompagner l'équipe de France, hein, euh, pour préparer ces Coupes du Monde. Alors, effectivement, c'était un certain investissement. Ça m'a permis 2 choses. Un, c'est de conserver et j'ai beaucoup travaillé avec eux sur le terrain, mon fitness, parce que j'étais tout seul et du coup j'arbitrais avec eux pendant leur stage. Donc ça, c'est une chose que moi j'avais intégrée dans mon entraînement. Mais surtout, ça m'a amené une connaissance de mon sport et encore plus précise. Ah, il faut quand même penser que moi je suis arbitre international depuis 2010. J'ai beaucoup d'expérience aujourd'hui dans l'arbitrage, mais j'apprends encore à connaître mon sport et de vivre à l'intérieur avec les joueurs, avec les coachs. Le sport m'a apporté une vision et une compréhension du jeu. Et ça, je crois que c'est Kobe Bryant qui était très pointilleux là-dessus et qui avait une connaissance non seulement du sport mais de chacun des joueurs qu'il allait rencontrer le soir. Il avait même son analyste vidéo personnel qui, avant chaque soir, lui donnait des datas et des informations sur l'équipe et les joueurs qu'ils allaient avoir en face. Euh, et ben, moi, le fait d'être intégré dans ce staff m'a permis de comprendre le positionnement des joueurs, leurs intentions, et du coup d'avoir une maîtrise qui était vraiment super intéressante. Donc ça, c'est vraiment quelque chose pour moi que je reproduirai, de travailler beaucoup plus avec les entraîneurs, avec les joueurs, pour comprendre le sport. Et ça, pour moi, c'est primordial et c'est un enseignement qui est vital. Du coup,
Cette phase de préparation, cet avant, pour moi, je vais dire que je l'ai traîné, je vais l'arrêter au championnat de France. Au championnat de France qui ont eu lieu fin juin. Pourquoi je souhaite arrêter cette phase de préparation au, au- au championnat de France, c'est parce que, et là j'ai un apprentissage aussi, hein, c'est pour ça que je le découpe ici. C'est-à-dire que au championnat de France, j'étais pas bien. J'étais fatigué physiquement, mentalement, parce que j'étais encore dans cette démarche de en faire toujours plus. J'avais déjà eu une première alerte début juin sur un stage équipe de France avec les Men Open où, bah, on va dire clairement, hein, je tirais la langue. Et sur les championnats de France, je pense que ça a été un vrai warning, un vrai coup de bambou dans ma préparation. Ça m'a vraiment mis le coup de fouet qui m'a permis de m'adapter, en fait. Et c'est pour ça que je mets ça dans le juste avant. Les championnats de France, j'ai pas fait un mauvais championnat de France, bien au contraire. Simplement, j'étais physiquement dans la difficulté. J'étais dans la difficulté parce que clairement j'en faisais trop. Je pense que j'étais dans une phase de saturation, de trop d'entraînement. Par contre, j'étais dans un état de confiance dans mon process et dans ma capacité à être prêt pour le rendez-vous. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu. Cette capacité à me préparer pour être au top le jour J. Et vraiment, ces championnats de France ont vraiment marqué quelque chose d'important pour moi. Et là, j'ai pris la décision de diviser par deux ce que j'avais dans mon plan d'entraînement. Pour pouvoir quoi? Pour pouvoir me régénérer. Et physiquement et psychologiquement, me régénérer. Alors, c'est pas facile. C'est pas facile d'accepter, de se dire que on en fait moins pour être plus performant. Alors, c'est un long travail mental. C'est quelque chose que il y a 3 ans, il y a 4 ans en arrière, jamais j'aurais fait. Accepter à 15 jours d'une Coupe du Monde, que ma séance, ça serait 30 minutes de footing, de course à pied en endurance fondamentale à 7 minutes au kilomètre. Oui, c'est des séances que j'ai fait en amont de la Coupe du Monde. Mais si je n'avais pas fait ces séances-là, je peux vous garantir une chose, c'est que j'aurais jamais eu la Coupe du Monde que j'ai faite. Parce que je serais arrivé là-bas lessivé, vidé. Et que j'ai eu cette capacité à m'écouter et à comprendre ces signes. C'est là que c'est important de se connaître, de connaître sa singularité et d'avoir cette capacité à prendre en compte ces warnings, ces informations, ces signaux qui nous remontent du corps, de la fatigue, du sommeil qui est moins bon, de la nourriture qui est pas très, qui va pas, tous ces petits signaux là. Et donc là, c'est vraiment pour moi une force que j'ai appris et surtout une fierté d'avoir su pour une fois les écouter, les entendre. Là, on est vraiment sur la connaissance de soi et l'écoute de soi. On est aussi sur euh, croire en son process. Ce qui est intéressant dans cette histoire-là, hein, c'est que j'ai toujours eu confiance dans mon plan d'entraînement. J'ai jamais cherché à le révolutionner, à le casser, à le changer, même quand j'étais moins bien. Je l'ai adapté, je l'ai ajusté. Il y a des séances que j'ai fait moins vite, pas à 100%. Il y a des séances que j'ai fait sauter. Il y a des séances que j'ai remplacées. Mais peu importe. La direction et la ligne propre de ce plan d'entraînement, j'ai eu confiance en ce plan d'entraînement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important dans mes schémas. C'est-à-dire que j'ai la capacité à avoir un plan d'entraînement, à le suivre, mais aussi à être en capacité de pouvoir l'adapter, l'ajuster aux besoins du moment. On en revient à ce que je disais tout à l'heure, hein, mon 100% du moment.
et comment je fais en sorte que j'accepte de donner le meilleur de moi-même, mais que ce n'est pas l'état de forme que j'aurai le jour de la compétition. Mais chaque jour, à chaque entraînement, je m'investis à fond. Je m'investis à fond de manière physique, technique, mais aussi mentale. Je crois que c'est encore une fois Kobe Bryant qui disait ça, ou peut-être Michael Jordan, qui disait que ce qui compte, c'est pas le temps d'entraînement. C'est le temps d'entraînement durant lequel tu es complètement investi dans cet entraînement-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est vital. Donc n'oubliez pas, hein, croire au process, ajuster le plan d'entraînement, oui, le révolutionner, non. Donc là, on est sur cette période du juste avant, où j'ai pris le temps, parce que c'est ce dont j'avais besoin. On est encore une fois sur cette connaissance de sa singularité. Quels sont mes besoins? Et pas qu'est-ce que je dois faire. Voilà, donc ça, c'est prendre en compte mes propres besoins pour adapter mon plan d'entraînement. Donc ça, c'est encore une clé qui est importante. Cette phase-là de quasiment 3 semaines m'a vraiment permis d'arriver à la Coupe du Monde, vraiment au meilleur de ce que je pouvais être. Je pense que l'état dans lequel, l'état physique, technique, tactique dans lequel j'ai attaqué cette Coupe du Monde, c'était l'optimum. Je ne pouvais pas être mieux. Les personnes qui m'ont vu au championnat de France, qui m'ont revu après à la Coupe du Monde, m'ont confirmé que j'étais pas dans le même état et que j'avais vraiment fait ce qu'il fallait pour y arriver. D'accord? Donc ça, c'était vraiment important pour moi que dans cette phase d'avant, je sois totalement maître de mettre en place les conditions de ma réussite. Je peux vous garantir que je l'ai fait et que ça m'a fait du bien. Et tout ça, je l'emmène avec moi pour la fois d'après, pour les prochaines échéances. Vous voyez, cette capacité à ajuster, modérer mon entraînement pour ne pas me blesser, pour pouvoir être à 100% de moi-même, quels sont mes besoins, quelles sont mes capacités et tout ça, c'est de la connaissance de soi et du travail. Et le travail que j'ai fait et que je fais avec vous là, aujourd'hui en direct, c'est ça qui va venir nourrir demain mes schémas d'excellence. C'est pour ça que j'appelle ça retour d'excellence. C'est-à-dire que je vais chercher dans, dans l'expérience de 2024, qu'est-ce que je veux embarquer dans mes expériences de 2025. Et si vous le faites régulièrement, parfait, vous allez y arriver. Là, j'ai vraiment pris cette option de les 4 phases. Avant, juste avant, on va voir le pendant et on va voir le après parce qu'il y a énormément d'enseignements dans le après aussi. La compétition en elle-même, géniale. Euh, Vraiment une sensation de maîtrise, euh, de plénitude en fait, et de pouvoir donner tout ce que j'ai à donner. Euh, une gestion de la récupération, du corps, du mental optimum. Franchement, je pense que j'aurais pas grand-chose à changer. Je vois pas ce que je peux changer. Par contre, j'ai beaucoup appris sur l'utilisation des techniques de récupération. Le bain froid, à quel moment je le mets, les étirements, la régénération émotionnelle, l'accompagnement, aller chercher des informations. Euh, Tout ça vient nourrir en fait mon expérience. Alors, effectivement, à la 4e Coupe du Monde et après 8 championnats d'Europe, on a déjà de fortes choses. Mais on apprend encore beaucoup de choses à chaque fois. Où on vient revalider, on vient reconfirmer des choses. Et on essaye d'ajuster des petites choses. Euh, Là, j'ai vraiment intégré euh, dans mes routines tout ce qui est l'électrostimulation. Et s'il y a une chose, il y a une chose ultra importante que je retiens, qui me vient là, c'est ma gestion du matin, en fait. Quelque chose que j'avais jamais fait. Euh, il faut imaginer que, il faut que vous le savez peut-être pas, mais la journée d'un arbitre à la Coupe du Monde,
en 2024 à Nottingham cette année, c'était lever 5h30 pour un départ vers les 6h15, 6h30. Non, pas. Ouais. Donc il fallait être à 7h au terrain. Globalement, il fallait être à 7h au terrain. On avait 20 minutes de bus. Euh, donc à 6h30, il fallait qu'on prenne le bus. Et qu'entre-temps, on ait mangé. Et du coup, comment je me suis organisé pour vraiment me mettre en bonne condition? Eh bien, ce que je retiens de ça, c'est que je me réveillais, j'allais déjeuner. Alors, ça me permettait d'être plus tôt que le gros flux, d'être dès l'ouverture, j'allais au petit déjeuner. Ça me permettait d'être avant le gros flux, donc de moins attendre. Et surtout, ça m'autorisait à remonter dans ma chambre pour me conditionner, me mettre dans l'état. Alors, parfois c'était une relaxation, parfois c'était une méditation, parfois c'était une visualisation, en fonction de mes besoins. Mais ce temps calme avant d'attaquer la journée me permettait de me projeter dans euh, comment je me sentais, qu'est-ce que je voulais mettre en place, qu'est-ce qui était important pour moi pour réussir cette journée. Et ce temps-là a pour moi vraiment été euh, un gage de plénitude pour pouvoir attaquer et rentrer dans mes journées frais et dispo. C'était vraiment un temps de régénération. C'est la première fois que je le faisais comme ça. Les années précédentes, j'étais plutôt dans une partie enchaînement, c'est-à-dire que je me levais le plus tard possible parce que je pensais qu'il fallait que je dorme plus, que j'optimise mon sommeil. Je déjeunais et on partait directement au terrain, on rentrait dans un engrenage. Et en fait, en fonctionnant comme ça, euh, le temps calme après le petit-déj me permettait, par la relaxation, par la méditation, par la visualisation, de, d'être aussi bien et voire même plus reposé que si j'avais juste dormi. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment une clé que je garde pour mes prochaines compétitions. Et là, on est vraiment dans une optimisation de ses routines et de sa phase de préparation. D'accord? Donc ça, c'est vraiment cette compétition. Euh, j'ai vraiment donné le meilleur de moi-même. Le résultat, il n'est pas ce que je voulais, mais à mon niveau, je ne pouvais pas faire plus. Je suis dans une discipline où, pour le classement, il y a une subjectivité et des coachs qui donnent leur avis. Ils ont pris une décision qui n'est pas en ma faveur. Pour une fois, bah, c'est pas grave. Je dirais que l'année d'avant, c'était tombé de mon côté et je pense que franchement, je ne méritais pas le classement que j'avais eu en 2023. Celui de 2024, et ben, c'est le revers, c'est de l'opposé. Je me voyais, je pense que j'aurais pu être un peu plus haut, mais c'est pas moi qui en décide. Moi, de mon côté, j'ai vraiment optimisé tout ce que j'avais à faire. Il y avait 7 jours de compétition, j'ai fait 16 matchs. J'ai fait 16 matchs à 100% sans creux. Et ça, je crois que c'est la première fois. Et dans une maîtrise et un relâchement qui était juste génial. Et c'est ce qui me donne envie de repartir, en fait. Et, et du coup, ça va me permettre d'ouvrir sur justement cette phase d'après. Alors, cette phase d'après, elle est compliquée. Elle est très compliquée pour moi. Euh, je ne vous le cache pas. Déjà, bah, il y a une certaine frustration. Il y a une certaine frustration de donner sa meilleure performance, avoir le sentiment euh, de plénitude et d'atteindre ce qu'on voulait donner, mais de ne pas avoir ce Graal à la fin. Et donc cette frustration-là, il a déjà fallu l'évacuer. Ça m'a pris un peu de temps. J'avais prévu de partir en vacances derrière la Coupe du Monde, de couper. Euh, voilà. Mais cette frustration, elle a un impact en fait. Et l'impact qu'elle a eu là-dessus, c'est que au mois de septembre, à la fin de mes vacances, eh ben, je suis reparti. Je suis reparti sans me poser de questions. C'est-à-dire que
Ça y est, j'ai pas eu ce que je voulais là, c'est pas grave, je suis quelqu'un qui rebondit, je suis un homme de challenge, donc dans 4 ans, on y retourne, banco, ça rattaque au 1er septembre et on y va. Et, et j'étais pas prêt. Clairement, on parle de cycle et de temps pour retomber. Le plus de la Coupe du Monde, je l'ai pris pleine poire en septembre. Je l'ai pris pleine poire en septembre. Je suis reparti comme si de rien n'était, on va dire, en me disant, allez, on rattaque l'entraînement, on remet les séances, on y va, on redéroule son plan d'entraînement et on y va. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé en septembre? Euh, ben, un, physiquement, j'avais besoin de plus de temps. Je pense que la Coupe du Monde a laissé des traces. Les 8 mois d'entraînement, les 10 mois d'entraînement en amont demandaient plus de repos que ce que j'avais pris. Donc physiquement, j'étais pas au top. Mais par contre, je me forçais, j'y allais. Et puis il y a une autre chose aussi qui était importante à ce moment-là. C'est que j'ai voulu rattaquer trop vite, trop fort, sans avoir d'objectif clairement défini. Et donc sans pourquoi et sans sens en fait. Ça n'avait aucun sens finalement de se ranquiller des séances pour un objectif qui était en 2028. Repartir en septembre 2024, presque aussi fort qu'en septembre 2023, pour un objectif qui est en 2028, j'ai explosé. Alors j'ai explosé, pas uniquement à cause du sport. Je pense que si j'avais eu que le sport, j'aurais pas eu de difficulté. Je m'en serais sorti et j'aurais pu lisser. Simplement, j'ai été percuté par l'à côté. Beaucoup d'entre nous dans le sport ne vivent pas de leur sport et moi encore moins puisque dans le touch rugby il y a zéro financement et c'est nous qui payons nos tenues, nos déplacements, y compris pour la Coupe du Monde en tant qu'arbitre. Et j'ai eu quelques difficultés côté professionnel. Ça se passait pas aussi bien que d'habitude. Je me suis retrouvé dans une situation assez compliquée. Et c'est venu se cumuler sur finalement cette situation sportive de perte de sens, entre guillemets, de pourquoi je faisais les choses. Et du coup, ben, au mois d'octobre, rideau. Au mois d'octobre, j'ai tout arrêté. Euh, je n'allais plus à l'entraînement, plus envie, voilà. Et du coup, ben, il a fallu se reconstruire. Donc il a fallu se reconstruire et ça m'a pris quasiment 2 mois, puisque c'est seulement début novembre que je me suis remis et dans une démarche, alors non pas d'entraînement, hein, mais de remise en mouvement. C'est-à-dire qu'il faut accepter de recommencer au départ. Et le départ, c'est déjà euh, remettre ses routines, remettre ses habitudes et avancer tout doucement là-dedans. Ça a commencé par marcher, ça a commencé par des petites séances d'étirement. Et puis progressivement, j'ai recommencé à courir une fois par semaine, puis une deuxième fois, et puis un peu de musculation. Et voilà. Et pourquoi? Parce que ça y est, on recommence à s'aligner sur des objectifs beaucoup plus précis. Entre-temps, le calendrier international de la période 2025-2028 est sorti. Donc j'ai pu commencer à me projeter. On en parlera la semaine prochaine de ça. J'ai pu définir un objectif 2025, le matérialiser. Et donc, naturellement, je me suis remis dans cette démarche-là d'entraînement et de vouloir repartir et y aller. Et donc, ça, c'est vraiment le dernier enseignement, c'est-à-dire que euh, j'ai pas pris le temps de laisser retomber, de finir mon cycle. Euh, Il y a une seule chose dont on est sûr dans les cycles de la vie, hein, c'est qu'on ne peut pas connaître a priori leur durée. Et notamment la durée de cette phase d'après, qui conditionne toujours la compétition suivante. Et c'est là où c'est vachement intéressant en fait de prendre conscience que j'ai pas bien géré,
mais que j'ai appris des choses à m'écouter. J'ai compris que sans un objectif clair et précis, c'était difficile de s'entraîner régulièrement avec la même motivation, la même intensité, que équilibrer ses domaines de vie, c'est important parce que les uns vont avoir des impacts sur les autres. Et donc, avoir tout ça va me permettre justement de mieux lisser tout ça dans les années à venir pour être performant en 2028. Euh, on le voit avec tout le monde. Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu l'après-JO d'une grande partie de nos médaillés olympiques. Ils sont tous complètement coupés. Et je crois que c'est Sarah Balzer qui a fait récemment une interview sur Brut où elle expliquait que elle reprenait juste l'entraînement. 6 mois, quasiment 6 mois après. Parce que on a besoin de ça pour pouvoir être performant sur la prochaine Olympiade. Et ça, c'est vraiment pour moi des leçons euh, importantes. Donc voilà, moi je veux. On arrive un petit peu au bout de ce live. Moi je vous ai présenté en toute vulnérabilité mon retour, la façon dont je travaille pour moi, mais aussi tout ça que je peux mettre au service de mes clients, des personnes que j'accompagne en préparation mentale. Et donc, euh, j'ai vraiment hâte de vous entendre, de vous lire en dessous pour voir, vous, comment vous travaillez sur ces sujets-là, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, et surtout comment vous construisez en fait vos propres schémas de réussite et vos schémas d'excellence. L'enjeu, hein, c'est vraiment d'identifier qu'est-ce qui marche pour moi et qu'est-ce que je vais reproduire dans les prochaines échéances pour être encore meilleur. Donc c'est vraiment profiter de ces temps. Je pense qu'on ne prend pas suffisamment de temps d'aller chercher dans ces réussites qu'est-ce qui a marché pour moi et qu'est-ce que de prendre conscience, hein, c'est mettre de la conscience sur qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui est bon pour moi. Euh, on a cette désagréable habitude, nous, de se dire ça marche pas, ah bah tiens, j'ai fait ça, j'ai fait ci, et voilà pourquoi ça n'a pas marché. Non, c'est vraiment aller décortiquer ce qui marche et pourquoi ça marche pour être en capacité de remettre en place ces conditions pour réussir encore mieux la fois d'après. Et donc c'est pour ça que moi j'appelle ça le retour vers l'excellence. Juste un petit mot quand même sur ce qui nous attend, non pas la semaine prochaine, dans les 2 prochaines semaines, parce qu'on sera sur le même format où je vais construire devant vous et avec vous sur deux grosses grandes étapes de la réussite sportive, hein, qui sont cette notion d'objectif et cette notion de planification. Vous avez vu comment ça peut être important. On a déjà commencé à aborder ces sujets aujourd'hui, mais je vous le mets dans le contexte et on continue pour voir comment moi je prépare cette saison 2025. Euh, tous ces lives s'inscrivent dans une démarche un petit peu particulière, hein, vous vous en doutez bien. Je propose un stage de préparation mentale sur le même modèle qu'un stage d'entraînement. C'est-à-dire que on voit beaucoup d'athlètes qui, justement, à cette période de l'année, décident de partir au soleil pour faire de l'entraînement physique, pour faire de l'entraînement technique et pour s'entraîner et un stage. Mais par contre, moi je trouve qu'il y a un manque, c'est cette approche sous forme de stage du mental. On est prêt à investir des semaines et des mois entiers de stage à l'étranger pour aller préparer son physique, sa technique et prendre le soleil, mais on n'investit pas, ou alors des brides de 1 heure par-ci ou par-là, dans son mindset et son mental. Et donc moi ce que je vous propose, hein, c'est de me rejoindre le 8 et 9 février sur Paris, et c'est 2 jours qui sont vraiment dédiés
à votre mental, à votre préparation mentale, pour transformer votre jeu, J-E, pour avoir un meilleur jeu, J-E-U. Et vraiment, le stage est vraiment conçu dans cet état d'esprit-là. On a une première journée où on va vraiment travailler sur soi et sa singularité. Aller vraiment chercher au fond de soi-même à la fois ses côtés schéma de réussite, mais aussi déglinguer quelques croyances et peurs pour aller vraiment travailler sur sa connaissance de soi. Et puis, le dimanche, j'ai prévu vraiment un thème, deux thèmes qui sont très liés. C'est la gestion du stress et des émotions. Pour vraiment que émotionnellement et on soit mentalement prêt à être performant dès le début de ces compétitions. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place et comment je le mets en place, même pendant la compétition, pour mieux gérer ces états émotionnels. Donc ça, c'est le stage du 8 et 9 février à Paris. Il me reste quelques places. L'idée, c'est d'être sur un petit groupe de 10, 12 personnes maximum, qui viennent d'horizons différents. Pourquoi d'horizons différents? Parce que j'ai la conviction que, ensemble et collectivement, on va plus loin. Et que les expériences des uns vont nourrir les autres. Et donc, c'est pour ça que ce stage, il n'est pas axé sur un sport, mais sur toi et ta singularité. Et de voir comment toi, tu peux te transformer pour être l'acteur de ta réussite de demain. Voilà. Si tu es arrivé là, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu me contactes avec le code OSE200, parce que 200 euros, c'est le prix que je vais te faire pour ce stage, parce que tu es venu et tu es resté jusqu'au bout de ce live. Oser 200, O-S-E-R 200, et c'est le coût que te coûtera ce stage du 8 et 9 février. Le coût actuellement est à 250 euros, mais pour toi qui as suivi ce live jusqu'à la fin, 50 euros de réduction, et puis ben, on prend rendez-vous, on en discute, et puis tu me dis si tu veux venir. Voilà, je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Si d'ici là, tu as des questions, des interrogations, tu sais où me trouver, en MP, en commentaire sur tout ça. Et en tout cas, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à très vite. Allez, ciao ciao.